Je vous propose de commencer le webinaire de présentation du dispositif ORMAT, l'appel à projet ORMAT. Ce webinaire a été préparé pour l'ADEME par Team 2. Quelques mots très rapides sur Team 2. Team 2, pôle de compétitivité dédié à l'économie circulaire à dimension nationale. Un réseau d'environ 300 adhérents. Comme tous les pôles de compétitivité, le maître mot, c'est l'innovation et selon trois axes: la gestion optimisée des ressources matières, le travail autour des nouveaux modèles économiques, la cohésion sociale, et puis le travail sur des boucles innovantes d'économie circulaire pour la décarbonation. Aujourd'hui, le webinaire va s'articuler en 5 parties. Je vais rapidement passer la parole à Roland Marion, directeur économie circulaire de l'ADEME, pour une introduction à ce webinaire. Et puis nous rentrerons très rapidement dans le vif du sujet avec la présentation de l'appel à projet ORMAT 2025. Un retour d'expérience d'un lauréat ORMAT avec Conibi et l'intervention d'Olivier Simon, son dirigeant. Et puis, on terminera sur l'accompagnement des porteurs de projets, les dispositifs qui existent pour vous permettre de construire votre projet, de l'accompagner au mieux. Et évidemment, questions-réponses à la fin, comme je l'ai précisé. Monsieur Roland Marion, je vous passe la parole pour initier ce webinaire. Merci beaucoup et bonjour à tous. Très content de voir que ce dispositif mobilise toujours autant de professionnels du réseau. Ormat, c'est un peu la prolongation du dispositif qui s'appelait Orplast à l'époque, qui a été imaginé en 2015 pour contrer le cours des matières premières, en particulier pour la question du plastique, la diminution du cours du pétrole qui avait mis l'industrie du recyclage en France et en Europe et d'ailleurs un peu partout dans le monde dans des situations compliquées. Et l'origine du dispositif consistait à dire qu'il fallait soutenir la demande en offrant une prime en quelque sorte à ceux qui venaient incorporer plus de plastique issu de recyclage en substitution de matières vierges. C'est un dispositif qui a perduré jusqu'au plan de relance et puis qui s'est transformé dans le budget incitatif de l'ADEME par ce dispositif hors maths pour matériaux, puisqu'il traite plusieurs familles de matériaux. Et on lance cette année le troisième dispositif Ormat, troisième appel à projet. Donc, un bref retour sur les deux premiers appels à projet. C'est quand même 279 projets qui ont été accompagnés par l'ADEME, ce qui représente 62 millions d'euros sur les 2 dernières années d'investissement de l'ADEME pour un montant total de projet de 380 millions d'euros. Donc là, on retrouve des chiffres qui sont proches de ceux qu'on a l'habitude de voir dans d'autres dispositifs. Un euro de soutien financier de l'ADEME déclenche à peu près 6 euros globalement d'investissement. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la part la plus importante en nombre, c'est évidemment des études, mais en financement, c'est surtout la partie d'investissement qui mobilise du financement. Et puis, on commence à voir, avec la deuxième édition, des études qui ont été réalisées dans le cadre du premier appel à projet Ormat et qui se traduisent dans le deuxième appel à projet par des investissements en matière de recyclage avec des disparités évidemment en fonction des filières qui ont été couvertes. Et on retrouvera sans aucun doute dans ce troisième appel à projet des projets qu'on connaît déjà en réalité, ceux qui ont fait l'objet d'études dans les années précédentes et qui là vont se concrétiser sous la forme qui aura été décidée par des projets de recyclage. Puisque ce dispositif Format provient en réalité du dispositif hors place, en tous les cas dans la philosophie, on s'attendait à avoir beaucoup de dossiers de la filière plasturgie, ce qui effectivement est le cas. Ça représente toujours une grosse partie du volume des dispositifs hors mat. Mais les autres filières se sont mobilisées aussi et on a sur l'ensemble des matériaux qui sont visés par l'appel à projet beaucoup de projets qui sont en dehors du plastique et ça c'est vraiment un point très positif. Voilà, on relance Ormat 2025 avec une estimation de financement possible de l'ordre de 35 millions d'euros, donc sur les axes études et sur les axes investissements. Je vous remercie déjà toutes et toutes pour votre mobilisation autour de cet appel à projet qui participe à la circularité, évidemment par sa dimension de recyclage. Et pour finir, avant de laisser la parole à Gadjari, je voudrais remercier la direction régionale Île-de-France et Camille Bouvet qui est là avec nous
pour avoir organisé aux côtés de Team 2, que je remercie aussi, ce webinaire de présentation d'Ormat. Et Agathe, je te laisse la parole. Donc, je vais revenir sur la présentation des grandes lignes d'ORMAT 2025. Dans ses principes, il reprend vraiment les grands principes d'ORMAT 2023 et 2024 pour ceux qui ont déjà vu ou connu ces précédentes sessions. On peut aller au slide suivant. Euh, il va se répartir sur 6 thématiques matériaux principales. Les plastiques, qui incluent aussi les élastomères et les composites. Les textiles, qu'ils soient synthétiques ou naturels. Les métaux, ce qui inclut aussi les batteries, les métaux critiques ou stratégiques, mais aussi l'acier. Le bois, les papiers et les cartons, les verres et les matériaux minéraux, en particulier les matériaux minéraux du bâtiment. Il va aussi permettre de financer 2 grandes typologies de projets. Dans le cahier des charges, on parle de 2 axes. Ce qu'on pourrait on pourrait parler de pré-projets qui servent à aider la décision d'investissement ultérieure et à bien la préparer. Donc, soit des diagnostics qui peuvent intégrer, par exemple, des études de filière, des études de gisement, euh, un audit de l'unité de fabrication existante pour identifier les points d'amélioration. Des études, par exemple des études d'ingénierie de type faisabilité, là aussi pour dimensionner un coût et des équipements. Et puis aussi, ne les négligeons pas dans cet axe, les tests, les essais de performance, les expérimentations. Ça peut être de la caractérisation de matière entrante, de la caractérisation de qualité de matière en sortie. Ça peut être également des tests de machine et de performance. Et enfin, bien évidemment, le deuxième axe, celui dont Roland vous a parlé et qui est très présent dans Ormat 2023-2024 en termes de financement, les investissements dans les outils productifs. L'AAP Ormat concernait en 2023 et 2024 tout le territoire français, donc Hexagone et territoire d'outre-mer. C'est toujours le cas à une petite exception près qui est la région PACA, car dans le cadre de la loi 3DS, il y a le Fonds économie circulaire est cette année délégué à la région Sud. Donc, c'est une collaboration entre la région Sud et la direction régionale PACA. Mais les projets de recyclage peuvent être financés dans ce cadre. Donc, on vous a mis ici pour PACA l'adresse à laquelle envoyer vos questions et vos dépôts de dossier. Euh, en termes de conditions d'éligibilité, on rentrera un peu plus dans le détail des critères d'éligibilité tout à l'heure, matériau par matériau, et aussi de critères de sélection qu'on regarde nous quand on instruit vos projets. Il est à noter qu'il y a un seuil ou un plafond de montant de projet en fonction de l'axe, c'est-à-dire selon qu'il s'agit d'un investissement ou d'une étude, et en fonction du matériau. Là aussi, on rentrera un peu plus dans les détails pour l'axe investissement, car cela dépend aussi des opportunités d'appel à projet, par exemple sur France 2030 pour des plus gros montants de projet. Les prochaines relèves, donc c'est un appel à projet qui va fonctionner par relève. Donc la prochaine relève, c'est le 15 mai à 12 heures. Donc nous vous incitons à déposer vos projets à cette échéance. Cependant, si vous sentez que votre projet n'est pas suffisamment mature pour cette date, il devrait y avoir une deuxième relève le 6 octobre à midi. On a mis une petite étoile quand même parce que on a eu l'année dernière, par exemple, une troisième relève très très importante et on n'est pas à l'abri que ça puisse arriver sur le 15 mai. Donc on peut avoir euh, des enjeux qui nous peuvent nous amener à repousser cette relève à 2026, mais c'est pas ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Et vous avez le lien vers la page Agir de l'AP. On peut aller à la prochaine slide. Donc, Ormat finance toujours les mêmes grands types d'opérations éligibles, et ce, quelle que soit la famille de matériaux, même s'il va y avoir des spécificités propres à chaque matériau. On vous détaillera après. Et qui suit en fait toute la chaîne de valeur du recyclage.
Donc d'abord les travaux de préparation, de surtri et de contrôle du déchet, de la matière déchet et de sa qualité à recycler. Donc qui vont permettre ensuite la régénération ou la transformation de la matière déchet à proprement parler en matière première de recyclage. Donc sur cette étape-là, on va notamment viser l'amélioration de la performance de recyclage et l'amélioration de la qualité de MPR grâce à un meilleur surtri en amont. Donc là, on va viser aussi bien la création ou l'augmentation de capacité de traitement. Et puis la régénération ensuite vient la régénération et la production de matières premières de recyclage. On va viser une augmentation des capacités existantes sur le site, mais aussi une amélioration de la qualité de MPR en vue d'un nouveau marché. Euh, Nous finançons également les équipements de contrôle qualité de la matière première de recyclage en sortie de procédé. La qualité est un sujet essentiel pour offrir un débouché à la MPR dans un panel de secteurs le plus large possible. L'étape d'après, c'est bien évidemment la mise en œuvre de l'incorporation de ces matières premières de recyclage en substitution à des matières premières vierges dans le procédé d'un transformateur qui va fabriquer des produits semi-finis ou finis. Alors, on va plutôt s'intéresser donc du coup à la substitution dans des unités existantes. Lorsqu'on crée des nouvelles unités de fabrication avec de l'incorporation, les dossiers seront examinés au cas par cas. Un point important à noter dans cette édition Ormat 2025 par rapport aux précédents, c'est que nous allons aussi financer les études et les investissements associés à l'amélioration de la recyclabilité du produit. Alors pas seule, quand elle est associée à l'incorporation de matières premières de recyclage, mais l'idée, c'est vraiment que en améliorant la recyclabilité de ces produits qui contiennent de MPR, on favorise aussi une amélioration des gisements qui peuvent être utilisés par la chaîne amont dont on vient de parler, préparation, régénération. Pour les batteries, nous mettons en place quelque chose d'un peu particulier afin d'avoir une vision globale de toutes les solutions de l'économie circulaire sur ce segment très particulier que sont les batteries. Nous finançons le recyclage, mais nous finançons aussi les autres leviers préalables de l'économie circulaire que sont la réaffectation, la préparation à la réaffectation, le remanufacturage et la régénération. Donc Ormat vise des technologies qui sont matures, hein, des outils sur des outils industriels qui sont déjà éprouvés. Donc on va plutôt financer la mise en place d'équipements ou la modification d'équipements avec des technologies qui sont à TRL 8 ou 9. Euh, on peut considérer des TRL 7 au cas par cas sur l'axe investissement et un peu plus facilement sur des axes d'essai. Concernant les grands types d'opérations inéligibles dans le cadre d'ORMAT, donc comme on l'a dit, nous, on se consacre en première étape au surtri, à la préparation qui permet d'améliorer ensuite la qualité de la matière. Les activités de collecte et de premier tri des déchets avec des flux entrants multimatériaux ne relèvent pas d'ORMAT. La valorisation alternative des déchets à la valorisation matière, donc type organique ou énergétique, ne fait pas partie d'ORMAT non plus. Le négoce de MPR non plus, on est vraiment sur de l'outil de fabrication industrielle. Les autres leviers de l'ECI, hormis sur le sujet batterie, que sont le réemploi, la réparation et la réutilisation ou le reconditionnement, remanufacture hors batterie, c'est pas non plus dans notre AP. On a d'autres dispositifs à l'ADEME qui existent. Euh, on ne finance pas le recyclage des invendus parce que souvent c'est un recyclage qui est réglementé, mais aussi parce que l'idée n'est pas euh, euh, de maintenir une solution qui permet de continuer à surproduire, mais plutôt d'apporter aussi une réflexion aux gens qui fabriquent les produits sur le juste volume de production. On ne finance pas la réincorporation de chutes de production interne seules.
Euh, les projets peuvent inclure d'incorporation, peuvent inclure des chutes de production dans leur approvisionnement, mais ils doivent aussi s'approvisionner en matières premières de recyclage d'origine externe. Et nous priorisons les MPR de source post-consommation, même si le pré-consommation est éligible. Euh, on va privilégier pour l'ensemble des matériaux hors plastique des projets qui ont une majorité de sourcing en post-consommation. Ça ne veut pas dire que si vous avez un projet qui a plus de pré-consommation, vous ne pouvez pas postuler. Simplement, bah, nous, dans notre ranking à nous, il est moins prioritaire, donc ce sera un peu plus regardé au cas par cas. On sait que, en tout cas, il y a des matériaux sur lesquels il y a encore besoin pas mal de projets de recyclage pré-conso. Sur le plastique, en revanche, il y a eu un gros travail déjà de recyclage de chutes internes qui a été fait, notamment à l'époque de Orplast 1 et 2. Donc aujourd'hui, on veut vraiment réorienter la partie plastique sur le post-conso. Donc on est plus restrictif et sur les chutes internes, et vous le verrez après aussi sur les projets qui incluent du recyclage de pré-conso. Euh, donc dans ce cadre-là, on va restreindre à une faible quantité de chute interne ou de pré-conso l'approvisionnement. Ou alors il faudra montrer qu'on est sur des résines très techniques qui n'ont pas d'offre de MPR ou d'offre de régénération en France, ou être dans des territoires spécifiques où il y a un enjeu comme l'outre-mer. Voilà, tous les projets qui consistent à se mettre en conformité avec la réglementation ne sont pas éligibles, et ça c'est vrai pour Ormat et pour à peu près tous nos appels à projets, puisque c'est une obligation européenne de ne pas financer la mise en conformité réglementaire. On va rentrer maintenant dans le détail matière par matière et donc je vais faire un focus donc sur le plastique et le textile et Camille interviendra effectivement juste après moi pour aborder l'ensemble des autres matériaux qui sont adressés dans l'appel à projet Ormat. Euh, Sur le plastique, élastomère et composite, je vais d'abord vous parler des opérations prioritaires. Et opération prioritaire, c'est quelque chose que vous allez retrouver sur les autres matériaux aussi. C'est important de rappeler aussi que ce qu'on appelle prioritaire ne correspond pas à une éligibilité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un sujet dont la thématique n'est pas prioritaire, mais qui n'est pas forcément inéligible. Et donc dans ce cas-là, rien ne vous empêche de postuler, de proposer un projet, un appel à projet hors maths. Néanmoins, si on a un grand volume de projets qui est déposé, effectivement, les opérations prioritaires et qui seront affichées ici vont être prioritaires basiquement, et donc il y a peut-être un peu moins de chances de succès. Mais voilà, c'est important à préciser. Si votre thématique n'est pas inéligible et en même temps non enfin, n'apparaissant pas dans les prioritaires, ça ne nous empêche pas de postuler. Voilà. Opération prioritaire, on va présenter à chaque fois sous forme de surtrie, préparation, régénération et aussi flux de matière. Et puis le deuxième, la partie incorporation. D'un point de vue plastique et elastomer composite, les opérations prioritaires sur tout ce qui est surtrie, préparation, régénération, globalement des projets qui vont permettre d'augmenter la qualité des flux entrants, euh, des projets qui vont permettre d'augmenter la performance du procédé, donc améliorer le rendement, donc avec l'idée derrière d'augmenter finalement la part de matière issue du recyclage mise sur le marché, et puis améliorer aussi la qualité de la matière première, la matière plastique recyclée en sortie de process. Si des projets aussi s'attachent à regarder des sujets autour des substances interdites, réglementées ou identifiées comme potentiellement problématiques par rapport à tout ce qui est flux entrant et pouvoir traiter ces éléments-là, on revient à nouveau sur la qualité de la MPR. Ce sont des sujets qui sont aussi prioritaires. Quelques prioritaires, là, d'un point de vue plutôt matériaux, des projets qui vont proposer de travailler sur des grades de qualité qui sont plus exigeants, tout ce qui est alimentaire, extrusion, des grades pour la filière automobile avec une petite précision pour le grade alimentaire. Si une autorisation EFSA est requise, il va falloir montrer qu'elle est à minima prévue ou en cours. Priorité posée aussi sur tout ce qui est REP emballage ménager uniquement pour tout ce qui est flux développement. Des opérations prioritaires pour tout ce qui est élastomère en dehors des pneumatiques.
et des projets qui vont traiter des composites. Et puis, in fine, ça rebondit un peu sur ce que Agathe disait juste précédemment, des résines techniques dont la production de matières vierges est particulièrement émettrice de gaz à effet de serre. Vous avez quelques exemples, des polyamides, PIC, le polycarbonate par exemple. Ça, ce sont des sujets qui sont prioritaires d'un point de vue sur-tri, préparation, régénération de matières. L'autre dimension hors maths, c'est l'incorporation de matières recyclées dans des produits. Et donc ici, sur le volet plastique, élastomère et composite, les priorités sont données sur de la réincorporation de plastique recyclé avec des charges qui permettent aussi une amélioration environnementale. Donc travailler sur des charges biosourcées elles-mêmes recyclées ou sélectionnées pour améliorer la recyclabilité du produit. Et puis, en termes d'incorporation, un soutien à des investissements qui vont permettre d'incorporer des taux significatifs de MPR, matières recyclées. On reste bien dans l'idée de monter la part d'utilisation de matières recyclées, et on va le voir par la suite, c'est important aussi que l'opération permette de diminuer la consommation de matières vierges. Concernant les compounders, tout ce qui est études, essais de formulation de compounds qui comprennent des matières issues du recyclage ainsi que les investissements qui seraient associés sont éligibles. Et enfin, sur tout ce qui est projet d'investissement visant la certification de la MPR produite ou certification du taux de MPR dans un produit final, ce sont des choses aussi qui sont éligibles. Le coût de certification peut être pris en charge. Donc à nouveau, ce sont des opérations prioritaires. Si on regarde les opérations qui sont inéligibles, donc premier élément, le flux de matière qui va être considéré. Si votre projet propose de travailler sur des déchets de préconsommation ou de la MPR qui est issue de préconsommation, c'est un sujet qui ne va pas être considéré côté Ormat, ça va être considéré inéligible. Des sujets qui vont travailler sur le RPEBD non alimentaire, que ce soit en régénération ou en incorporation, idem, inéligible aussi. Sur les opérations proprement dit, donc on revient sur le surtri, la préparation, la régénération de matière. Si vous avez un projet qui vise à créer, à augmenter une capacité, dont acte, sauf que si ce projet n'améliore pas significativement, la qualité des matières issues du recyclage qui sont produites en sortie, ou si ça ne répond pas à une demande qui est prouvée d'un consommateur ou d'un client, ou si ça ne fait pas partie de combinaisons pour les secteurs, les résines prioritaires, puisque dans le cahier des charges, vous disposez aussi de résines prioritaires. Dans ce cas-là, ce projet, ce type de projet ne va pas être considéré éligible. L'autre sujet aussi, côté surtri et préparation régénération, la régénération de PET gras de bouteille si les déchets entrants sont issus de déchets bouteilles en PET clair ou en PET coloré. Et enfin, tout ce qui est régénération de pneus, ce sont des sujets qui sont inéligibles. Je poursuis sur la partie incorporation et à nouveau les opérations qui sont inéligibles. On retrouve ici la création ou l'augmentation. Donc ici, un projet qui va viser à augmenter le nombre de produits en plastique mis sur le marché et que ces produits soient fabriqués totalement à partir de matières recyclées ou partiellement à partir de matières recyclées. L'important, c'est que si sur ce projet, la MPR ne vient pas en remplacement de la matière vierge, donc basiquement, si la consommation de matière vierge ne diminue pas après la réalisation du projet, c'est quelque chose qui ne sera pas éligible. On est véritablement dans cet esprit de je substitue la matière vierge par de la matière issue du recyclage. La fabrication de produits à partir de mélanges multirésines ou multimatériaux sera inéligible. L'incorporation donc des projets d'incorporation qui vont utiliser la matière recyclée par wash chimique ou par pyrolyse, ce sont des sujets qui n'ont pas, qui ne seront pas éligibles sous Ormat. Et puis pour terminer, l'incorporation de RPT clair ou chloré grade alimentaire dans des bouteilles, dans des emballages alimentaires en polystyrène expansé ou en PVC pour les bouteilles boissons. Et puis enfin, dans des emballages qui sont identifiés comme non recyclables par le COTREP ou par des éco-organismes agréés, ce sont des sujets qui ne seront considérés comme inéligibles. Donc ça clôt la partie plastique, élastomère et composite. Vous avez tout un volet textile aussi. Donc je reviens sur les opérations donc prioritaires.
Donc, les opérations prioritaires sur les flux entrants, il sera important de présenter dans votre projet le détail de la composition de l'approvisionnement. Les opérations prioritaires sur tout ce qui est surtri et contrôle qualité, des sujets autour du tri matière-couleur pour valoriser la matière, la possibilité de détecter des contaminants, augmenter la capacité ou la qualité. On est dans cet esprit de j'augmente la qualité de la matière première, la matière issue du recyclage mise sur le marché. Sur tout ce qui est préparation, production de MPR, des opérations de démantèlement industriel, de délissage, à nouveau de tri matière couleur pour la valorisation de la matière, d'effilochage, de défibrage, de préparation de compounds ou de granulés. Ce sont des opérations qui sont prioritaires. Et in fine, donc la partie incorporation de MPR, donc les sujets de filature, vraiment l'objectif d'intégrer des fibres recyclées, les opérations de filage, d'isolement thermique ou acoustique, la production de panneaux ou d'autres débouchés en boucle ouverte ou fermée. Et à nouveau, comme je l'expliquais dans le volet plastique, priorité à la substitution de matière vierge. Donc la matière recyclée vient bien en substitution de matière vierge et on va viser à diminuer cette consommation. Un petit point particulier sur les chutes de production. Camille Ouagat évoquait les chutes de production internes il y a quelques minutes. Sur ces projets dans le domaine du textile qui visent des chutes de production, il va falloir justifier le statut de déchet et le besoin d'équipements de recyclage, donc pour expliciter qu'il y a besoin de retraitement avant de pouvoir les incorporer correctement. Évidemment, il va falloir aussi présenter correctement des solutions que vous mettez en œuvre pour prévenir ces chutes de production et les minimiser, et puis des recherches de mutualisation que vous pourriez avoir à mettre en place. Donc ces éléments-là concernent donc les opérations prioritaires sur les textiles. Concernant les opérations, donc toujours sur les textiles qui sont cette fois inéligibles, on retrouve les invendus évoqués par Agathe précédemment. La revalorisation des invendus est obligatoire, c'est la loi AGEC. Si éventuellement votre flux est composé d'invendus, un prorata sera appliqué sur l'aide. Ce qui me fait dire que j'ai oublié un élément sur la partie plastique quand je parlais de déchets de préconsommation, à l'image de ce que je viens de vous expliquer. Donc si du côté plastique, vous avez des déchets préconsommation qui sont inclus dans votre flux, l'ADEME peut appliquer un prorata sur l'aide puisque les déchets préconsommation ne sont pas éligibles. Concernant les textiles, les opérations éligibles donc sur le tri, tout ce qui est premier tri textile filière TLC qui vise à séparer des articles réemployables des articles destinés à la valorisation matière ou énergie, ça c'est inéligible, et des projets qui vont porter exclusivement sur l'amélioration des conditions de travail des opérateurs de tri. Enfin, concernant l'incorporation de matières issues du recyclage, tout ce qui est production de textiles synthétiques à partir de MPR qui sont produites par recyclage chimique de déchets textiles synthétiques ou plastiques, leur qualité étant équivalente à celle des textiles vierges. Tout ce qui est sujet d'amélioration de produits incorporant des MPR dont la fabrication est déjà industrialisée. Et puis enfin, tout ce qui est incorporation de MPR dans des produits qui sont uniquement décoratifs sans autre fonction. Ces sujets-là sont inéligibles. Je vais passer la parole maintenant donc à Camille Bouvet de l'ADEME pour vous présenter la suite des matériaux de l'appel à projet ORMAT. Camille, je te laisse Oui, enchaîner sur métaux. oui, merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais continuer avec les autres filières concernées par Ormat. Donc tout d'abord, la filière métaux et batteries. Donc sur les opérations prioritaires, donc comme Moïse l'a fait sur plastique et textile, je vais présenter à chaque fois les opérations prioritaires et pardon, et les opérations inéligibles. Donc une opération prioritaire, c'est, enfin, on met l'accent dessus, mais si votre projet ne rentre pas dans une opération prioritaire, ça ne veut pas forcément dire qu'il est inéligible. Ça veut juste dire qu'il est moins prioritaire par rapport à d'autres sujets, mais vous pouvez quand même déposer un dossier et il sera étudié au cas par cas. Donc, sur les métaux et batteries, les opérations prioritaires, c'est améliorer la recyclage des métaux en agissant sur l'offre de MPR métallique, donc un soutien à la préparation des MPR métalliques à faible taux de résiduel.
La demande en MPR métallique, donc l'incitation des fabricants de produits finis à incorporer des MPR métalliques. Donc, notamment avec les flux entrants et sortants, on a une priorité au recyclage et à la récupération des métaux de batterie, donc nickel, cobalt, lithium et cuivre, pardon, des platinoïdes et des terres rares. Ensuite, il y a une priorité sur le surtri et le pré-traitement, sur le recyclage, donc sur l'augmentation de la capacité de recyclage, l'augmentation du taux de recyclage et de récupération des métaux et l'amélioration du degré de pureté des métaux sortants. Sur le recyclage primaire de l'aluminium pour les applications ou alliages à haute valeur ajoutée. Et enfin, pour les batteries, on met l'accent sur le recyclage des déchets pré-consommation issus de la fabrication des batteries, donc recyclage des batteries et du recyclage et des batteries en fin de vie. Et sur la préparation à la réaffectation, au remanufacturage ou à la régénération des batteries. En ce qui concerne les opérations inéligibles, donc sur la slide suivante, sur les métaux et batteries toujours. Donc, sont inéligibles la production ou l'utilisation de MPR issus de plusieurs alliages d'aluminium utilisés pour la fabrication des blocs moteurs pour véhicules thermiques, la récupération des métaux dans les mâches fer ou tous les projets concernant le recyclage et l'incorporation de plomb à l'exclusion des projets de régénération des batteries au plomb. Ensuite, pour la filière bois, les opérations prioritaires sont celles concernant le flux de bois A ou B issu de la démolition, les flux issus de la REP ameublement ou les flux issus de la REP PMCB, donc produits et matériaux de construction du bâtiment. Les opérations de surtri, contrôle qualité, avec l'augmentation de capacité, l'amélioration de tri des contaminants, la séparation, notamment de bois non traités et traités, et l'adaptation des centres de tri, préparation, démantèlement à de nouveaux gisements. Et enfin, les opérations d'incorporation de bois recyclé dans les produits isolants, d'emballage, d'ameublement, de construction, à condition de justifier de l'intérêt environnemental. Les opérations inéligibles pour le bois sont les centres de tri DAE multimatériaux et les plateformes de regroupement sans transformation. Et enfin, l'incorporation de fibres de déchets de bois dans les bétons de bois. En ce qui concerne le flux, la filière verre et matériaux minéraux, donc les opérations prioritaires sont celles concernant les flux de fibres minérales, donc par exemple celles utilisées dans l'isolation, des menuiseries fin de vie, le verre plat, du verre technique, médical, transport, dont les véhicules hors d'usage, des déchets verts issus du démantèlement des panneaux photovoltaïques, des déchets inertes issus de la déconstruction, toutes les opérations avec les technologies suivantes, donc le procédé permettant la séparation et le recyclage des fibres minérales, le démantèlement de menuiseries pour séparation mécanisée entre verre et visserie, les équipements de surtri et manutention pour améliorer la séparation des matériaux et atteindre un niveau de qualité proche de la matière vierge. Et enfin, les opérations qui concernent les flux sortants, par exemple la production de calcin et l'incorporation de verre sous forme de calcin pour la production de verre plat, et le recyclage de certaines fractions d'inertes pour réincorporation dans de la matière première recyclée dans la production de ciment, béton et leurs dérivés pour le secteur du bâtiment et autres produits. Les opérations inéligibles sur le verre et les matériaux minéraux donc, concernent les verres, donc le flux entrant verre d'emballage inclus dans la REP emballage ménager, les coproduits et déchets de carrière actuels et historiques, les déchets de plâtre hors outre-mer, les terres excavées et sédiments de bragage hors incorporation dans les matériaux de bâtiment. Sur les technologies, ne sont inéligibles le concassage, criblage basique pour produire des granulats recyclés, les centrales à béton, le démantèlement de menuiserie uniquement manuel. Le démantèlement de menuiserie mécanisée peut être éligible. Et enfin, sur les flux sortants, on ne financera pas le béton de bois et les graves recyclés pour application routière basique en sous-couche et remblai. Ensuite, sur la filière papier-carton, donc les opérations prioritaires sont principalement celles concernant le surtri des flux, donc hors REP, emballage ménager et papier graphique, donc avec une priorité sur l'augmentation de capacité, l'amélioration du tri des contaminants et des sortes papetières. Ensuite, on finance le contrôle qualité, donc en centre de tri, hors flux REP ou en entrée de papeterie. La production de MPR, donc on finance l'augmentation de la capacité de fabrication de pâte à papier recyclée à partir de déchets, papier carton,
l'adaptation du procédé à des sortes papetières de qualité inférieure ou peu recyclées, et l'optimisation des lignes, la réduction des déchets de procédé ou valorisation matière des déchets de papeterie, ou une meilleure récupération des fibres. Euh, L'incorporation pour fabrication de produits papetiers à partir de pâte à papier recyclée, donc le papier produit en silicone, en silicose moulée, et pour fabrication d'autres produits à condition de justifier aussi de l'intérêt environnemental. Là, l'intérêt est vraiment d'avoir une fonction utilitaire importante et de substituer à du papier vierge ou à un matériau plus impactant. Et enfin, on priorisera aussi les boucles locales de recyclage et la réincorporation de papier. Et donc, les opérations inéligibles pour le papier carton euh, concernent principalement, sur la slide suivante, pardon, les équipements en compacteur chez les détenteurs de déchets et les équipements de destruction de documents confidentiels. Et enfin, les équipements en centre de tri, emballage ménager et papier graphique. Donc ici, on voulait vous présenter aussi une spécificité pour l'outre-mer. Donc afin de tenir compte des spécificités liées à l'outre-mer, les projets qui favorisent une boucle de recyclage et fabrication locale pourront, dans ces territoires, être regardés au cas par cas, même s'ils correspondent à des opérations inéligibles dans l'Hexagone. Donc, pour les entreprises d'outre-mer, on recommande de contacter le référent dans la direction régionale du territoire. Et donc, la liste des référents en direction régionale est disponible dans l'annexe du cahier des charges de l'appel à projet. Donc ensuite, tous les projets vont être soumis à un jury de présélection des dossiers et donc vont être, il y aura plusieurs critères de priorisation des projets. Donc le premier, c'est le plan d'approvisionnement. Donc il faut que les approvisionnements soient bien identifiés et ou sécurisés, euh, notamment pour les projets de préparation sur tri et production de MPR. Et il faut forcément que les déchets approvisionnés soient détournés de l'enfouissement ou de l'incinération du CSR. Le deuxième critère, c'est les débouchés. Il faut qu'ils soient identifiés ou sécurisés. Le troisième, c'est la proximité des approvisionnements et des débouchés. Donc, on priorisera une boucle locale de valorisation quand c'est possible. Le quatrième, c'est le quatrième critère, c'est la recyclabilité et ou la durabilité des produits où seront incorporés les MPR. Le cinquième critère, c'est les ratios d'aide et de CAPEX en euros par tonne ou en euros par euh, tonne équivalent CO2 évité. Le sixième, c'est la performance, notamment environnementale, et la fiabilité de la technologie. Ensuite, l'incitativité de l'aide, notamment pour les gros projets, on pourra faire une analyse de rentabilité du projet pour vérifier l'incitativité de l'aide. Euh, le huitième, c'est la qualité de la MPR. Ensuite, on a le positionnement du projet par rapport aux filières REP. Donc, on demandera pour les projets qui concernent un produit qui est inclus dans une REP de contacter les éco-organismes et d'avoir l'avis des éco-organismes sur le projet et les éventuels financements possibles. Et le positionnement aussi du projet par rapport à la réglementation. Et enfin, la prise en compte des enjeux propres à un site industriel en transition, c'est-à-dire la partie HSE, sécurité industrielle, mais aussi l'aspect impact sur la biodiversité, adaptation au changement climatique. La slide suivante vous présente les différents plafonds de l'appel à projet. Donc, on a un premier plafond de dépenses pour l'axe 1 sur le financement des diagnostics et des études essais de l'accompagnement des projets. Donc, les diagnostics sont plafonnés à 50 000 euros de dépenses. Et ensuite, l'accompagnement de projet est plafonné à 100 000 euros de dépenses. Sur l'axe 2, investissement, le plafond est plus sur les dépenses, mais sur le plafond d'aide. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez déposer un dossier plus important, mais l'aide sera plafonnée. Donc, pour les filières plastique, élastomère composite, textile, bois et papier carton, l'aide sera plafonnée à 1,2 million d'euros pour une petite entreprise, 1 million pour une moyenne et 80 000 euros pour une grande entreprise. Sur les métaux et batteries, l'aide sera plafonnée à 3 millions d'euros pour une petite entreprise, 2,5 millions d'euros pour une moyenne et 2 millions d'euros pour une grande entreprise. Et enfin, pour la filière verre et matériaux, l'aide sera plafonnée à 1,8 million pour une petite entreprise, 1,5 pour une moyenne et 1,2 million d'euros pour une grande entreprise. Euh, donc attention,
enfin, ce sera bien une aide maximale. Et donc, concernant les appels à projets, enfin les projets beaucoup plus importants auxquels, enfin, que vous pourriez avoir, donc un autre appel à projet va sortir normalement dans quelques semaines. L'appel à projet recyclage des plastiques et textiles, donc en France 2030, il est en cours de validation auprès des ministères, mais pourra financer des projets d'un budget supérieur à 2 millions d'euros sur la filière plastique et textile. Il y a aussi un appel à projet concernant le bois qui s'appelle IPPB, Industrialisation performante des produits bois. Donc là, on a un dépôt qui est possible jusqu'au 24 avril 2025. Donc pour les projets qui pourraient être concernés, donc notamment les projets supérieurs à 2 millions d'euros pour la valorisation des résineux et supérieurs à 500 000 euros pour les valorisations des feuillus. Je vous invite à contacter l'adresse générique filierebois@adem.fr pour un dépôt de dossier, en amont du dépôt de dossier. Et enfin, pour les projets de recherche et développement, donc avec un TRL inférieur à 7, pour l'instant, on n'a pas de confirmation de relance d'un appel à projet France 2030. Par contre, pour les PME, il y a encore des dispositifs ouverts auprès de la BPI, IDEMO et Innov. Et donc, je passe la parole à Moïse. Camille, un petit focus sur les taux d'aide maximum. Le mot maximum est important. Comme vous l'avez compris, deux typologies de projets dans l'appel à projet Ormat. Un premier axe, tout ce qui est aide au diagnostic, études de faisabilité et essais, et un deuxième sur de l'investissement. Donc, suivant l'axe que vous allez sur lequel vous allez postuler et la dimension de votre entreprise, le taux d'aide sera différent. Donc sur l'axe 1, le taux d'aide peut aller de 60% pour une grande entreprise jusqu'à 80% pour une petite. Pour mémoire, les catégories, donc petite entreprise, moins de 50 employés, moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, moyenne entreprise, ben, on retrouve le critère PME, donc moins de 250 personnes, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au-delà, on est dans une grande entreprise. S'agissant des aides à l'investissement, l'axe 2, l'aide de l'ADEME l'intensité maximale est de 40% pour une grande entreprise, jusque 60% pour une petite. Pourquoi maximum? Tout simplement parce que on est sur du réglementaire européen et que votre dossier va être instruit, va être analysé, va être expertisé par les services de l'ADEME et il est possible par exemple que certaines dépenses soient finalement inéligibles. On peut avoir quelques évolutions suivant les directions régionales et donc n'hésitez pas à prendre contact aussi avec les différentes vos différents interlocuteurs en région. Voilà, ce qui fait que quoi qu'il en soit, c'est un taux que l'ADEME ne dépasserait pas, mais on précise bien que c'est une intensité maximale, donc pour ne pas avoir de mauvaises surprises et que vous imaginiez que pour avoir déposé, je ne sais pas, par exemple, grande entreprise, un dossier à 100 000 euros, le 60 000 n'est pas forcément acquis, ce sera le maximum, et l'ADEME peut, à l'issue d'instruction, proposer un petit peu moins suivant les conclusions de l'instruction, tout simplement. Donc le taux maximum est important à avoir en tête. Les dépenses qui sont éligibles sur les deux axes, donc sur l'axe 1, diagnostic, études de faisabilité, tout ce qui est prestations de bureaux d'études, d'ingénierie diverses et variées, de centres techniques, tout ce qui est pilotage, suivi des études que vous allez sous-traiter, ce sont des choses qui sont éligibles. Un petit focus sur la main-d'œuvre que vous allez mobiliser en interne, c'est quelque chose qui est éligible mais sous condition. L'ADEME est particulièrement attentive donc au personnel qui va être impliqué sur les projets. Et puis enfin, ce qui est éligible aussi sur la partie diagnostic, étude faisabilité, c'est l'expérimentation de solutions techniques. Donc, ce qui veut dire que vous avez potentiellement des achats de petits équipements, de prestations, de temps d'immobilisation aussi de chaînes de production pour faire des essais, en ayant toujours en tête ce que l'on vous a indiqué en début de webinaire, les TRL. Donc, on est sur des solutions industrialisables. L'axe 2, donc l'axe investissement, les dépenses éligibles, tout ce qui est ingénierie, suivi, coordination de travaux. À nouveau, une précision sur la main-d'œuvre interne. On a des critères ici. C'est éligible dans la limite de 10% des dépenses totales, avec validation par le commissaire aux comptes ou l'expert comptable. Donc, à nouveau, un point de vigilance sur le temps mobilisé pour votre projet avec de la main-d'œuvre en interne.
Sur l'axe investissement toujours, donc sont éligibles les équipements de production, des équipements de mesure de comptage en consommation d'énergie ou émission de polluants, des équipements qui sont périphériques nécessaires à l'investissement de connexion, des dépenses liées à la formation du personnel dans la limite de 5% du budget et évidemment bien consacré à l'opération. Et comme on l'avait précisé précédemment, la certification matière recyclée ou certification contenu recyclé dans le produit, c'est une dépense éligible aussi. Point important à avoir en tête, seules les dépenses qui seront menées à la suite du dépôt de votre dossier de demande d'aide seront prises en compte. Toute dépense que vous faites avant de déposer votre dossier ne sera pas éligible. Une précision supplémentaire, à partir du moment où votre dossier sera déposé sur le site de l'ADEME, vos dépenses seront donc éligibles, donc vous serez en mesure d'engager vos dépenses. Néanmoins, vous prenez le risque, évidemment, c'est un choix de votre côté, que le dossier ne soit pas retenu. Mais sachez que, à partir du moment où le dossier est déposé, vous avez la possibilité d'engager des dépenses qui seront éligibles si votre dossier est retenu par financement à la suite de l'instruction par l'ADEME. D'un point de vue très pratique, les documents qui sont à fournir, donc on rentre un peu plus dans le dur du sujet, comme on dit, vous aurez principalement deux documents à fournir. Un document qu'on appelle volet technique, dans lequel vous allez décrire l'intégralité de votre projet. On va revenir sur la présentation d'entreprise, le contexte dans lequel votre opération s'inscrit, la description évidemment du projet et les objectifs, notamment en termes de volume, de typologie de matières qui vont être traitées. On va être attentif sur le plan d'approvisionnement, les débouchés, bien entendu, et puis des enjeux connexes, comme l'avait précisé Camille, sur les critères de priorisation. Ça, c'est un document Word de 10 à voilà, une dizaine de pages, voire 30 pages dans des sujets plus étoffés. Et puis un deuxième fichier, qui est un fichier Excel, qui est un volet financier, comme on l'appelle, qui va rassembler à la fois les informations sur les typologies matières et les volumes qui sont en jeu dans votre projet, à la fois votre budget prévisionnel, qui sera évidemment lié à des devis qui seront fournis pour justifier les différentes lignes de dépenses. Et puis, dans ce fichier Excel, le cas échéant, vous avez un compte de résultat prévisionnel à fournir si votre budget dépasse le million d'euros. Ce compte de résultat prévisionnel va permettre à l'ADEME de regarder la rentabilité de votre opération. On est en général, et on est forcément sur des sujets d'investissement. Et donc, ça fait partie des critères de priorisation. Donc, l'ADEME va regarder la rentabilité de l'opération, au regard aussi de l'aide qu'elle va vous apporter sur le projet. D'un point de vue purement administratif, évidemment, un RIB, si vous souhaitez être payé, et en général, les entreprises ne l'oublient pas, celui-là, un extrait CABIS, l'alias fiscal, et puis si vous travaillez un projet d'incorporation dans un produit qui est soumis à REP, le justificatif d'adhésion à un éco-organisme. Le dépôt de votre dossier se fait de manière électronique. Vous avez le lien sur la diapo, et donc le dépôt se fait sur la plateforme Agir, et le dépôt de la première relève au plus tard le 15 mai à 12 heures. Votre dossier peut être déposé à n'importe quelle date avant le 15 mai. Par exemple, il peut être déposé dès demain. Sachez qu'il ne sera étudié qu'à partir du 15 mai 12 heures, pardon. C'est important aussi à avoir en tête. Et je repasse la parole à Camille. Oui. Alors, déjà, je voulais juste revenir sur un point, c'est sur les Oui. pourcentages d'aide. Oui. On a bien une majoration de 15% du montant d'aide possible pour les investissements effectués dans les Outre-mer et de 5% pour les investissements réalisés dans Corse. Ok. Et ici, je voulais revenir sur le processus d'instruction. Donc, une fois que votre dossier est déposé sur la plateforme Agir, l'instruction se fait par le correspondant ADEME dans les directions régionales. Ensuite, il y a une présélection par un jury national, donc composé de la direction économie circulaire, donc des référents matériaux au niveau du siège de l'ADEME, par la direction de supervision des REP, et ensuite par les instructeurs en DR. Donc, on a d'abord un jury de présélection qui vient présélectionner le dossier, et ensuite l'ingénieur en DR, en direction régionale, vient terminer l'instruction du dossier, donc avec des échanges avec le porteur de projet
s'il reste des points à éclaircir. Ensuite, la contractualisation se fait bien en région, avec la formalisation des objectifs techniques, la définition du montant d'aide, de l'échéancier technique et financier pour chaque projet. Et le suivi sera fait aussi en région et pourquoi pas pouvoir valoriser les projets et les retours d'expérience. Mais donc tout ça se fait en région. Mais le cahier des charges, ce qui est important, c'est qu'on a un même cahier des charges pour toute la France. Le cahier des charges est bien national.